Donc, sa parole ne fait pas droit, ne fait pas loi, ne fait pas décret, ne fait même pas note de service. Quand bien même qu'un décret autorise la sécurité présidentielle d'intervenir dans la cité, dans la société, parce que la police n'y arrive plus ou la gendarmerie, il faut encore une note de service qui autorise et qui cadre cette information, et plutôt cette intervention. Et cette note doit être rendue publique. Or, à ce Oui, mais jour, donc, ça veut dire que, pardon, lorsqu'il parle du décret, parce qu'il a insisté là-dessus, que toutes ces missions sont contenues dans le décret, et évidemment, vous avez déjà abordé une partie de la réponse, c'était de savoir si, rien que par ce décret-là, la DGSP ou encore de l'armée peut s'auto-déployer ou s'auto-mobiliser pour mener une action, vous parce que dans demandez le même décret, la mission serait inscrite. dans le décret, vous demandez même à un étudiant de première année de droit, il vous dira dans tous les pays du monde, je vous dis bien dans tous les pays du monde, un décret ne suffit pas pour mettre en place cette opération ou n'importe quelle opération. Pourquoi ça sous parle? Vous l'avez bien dit, c'est pour rassurer Oboa, parce que je suis quasiment sûr que Oboa et sa famille sont en train de dire, oh là là, tu t'es trop exposé, hein, vraiment fais quand même attention. Et ça semble-t-il que Oboa est son neveu, bon, moi je ne connais pas sa famille, semble-t-il que c'est son neveu. Donc il a dû prendre la parole pour rassurer Oboa, calmer les gens pour dire, c'est pas Oboa, c'est moi, Oboa n'y est pour rien. Non, pour avoir exécuté un ordre illégal, tout militaire doit être arrêté, même aux États-Unis. Même aux États-Unis et en France, lorsque le militaire exécute un ordre qui relève des crimes de guerre, on appelle ça les crimes de guerre, et Oboa est militaire, il ne peut tirer que sur une personne tenant une arme et le menaçant avec son arme. Tous les militaires du monde le savent. Dès lors qu'un militaire tire sur un homme Un désarmé, civil désarmé. même un militaire en tenue, mais qui ne tient pas une arme, vous le tuez. Vous êtes militaire, vous commettez un crime de guerre. C'est la définition juridique de crime de guerre. Donc, au Boa, personne ne va le sauver. Rien ne le sauvera. Tous ceux qui ont tué, rien ne peut les sauver. Aucun avocat ne pourra les sortir d'un procès. Oui, mais je ne comprends pas comment on a un budget qui souvent est excédentaire et dans le même temps se retrouve avec des fonctionnaires qui ne sont pas payés. Mais nous avons même eu 14 000 milliards de générations futures. Pourquoi vous allez épargner 14 000 milliards pour les générations futures, alors même que ces générations-là, leurs parents n'ont pas de salaire pour prendre soin d'eux? En fait, c'est d'un anachronisme incroyable. C'est un paradoxe que personne ne peut expliquer, personne ne peut comprendre, sauf la volonté narcissique de Denis Sassou Nguesso d'affamer les populations. Eh bien, nous avons le droit naturel de nous soulever contre ce pouvoir-là. Et c'est ça Mais la évidemment, question de la mairie de Dolisie, oui, comme pour évidemment. les autres mairies, comme pour les autres fonctionnaires. Ils ont le droit naturel de se révolter. Sassou est le président, si tant est qu'il utilise la richesse nationale dans l'intérêt collectif. Non seulement il utilise la richesse nationale pour ses intérêts personnels avec ses enfants et ses amis, mais en plus, il vous massacre. Il vous laisse sans mois, sans salaire. Dans une société moderne où il y a le salariat, eh ben, la seule solution, comme le dit le CRC, c'est la révolte, c'est-à-dire se soulever contre ce système tyrannique. Fidèles téléspectateurs, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour ce numéro de Doit le savoir avec Didier Mouni-Volo, spécialiste des relations internationales, porte-parole du CRC, le Congrès pour la Renaissance du Congo. Bonjour Didier. Bonjour, Monsieur Perrin, et merci pour votre invitation. Je vous en prie, merci d'accepter de commenter l'actualité socio-économique et sécuritaire du Congo avec nous. Vous le savez, le vendredi 24 octobre dernier, à l'occasion bien sûr de l'inauguration du CEG de la Liberté à Poto-Poto, nous sommes là dans Brazzaville, Denis Sassou Nguesso a finalement avoué en public, mais
dans un cadre, vous l'avez probablement aussi constaté, tout à fait informel, avoir ordonné l'opération en cours au Congo-Brazzaville. Opération officiellement présentée comme une lutte contre le banditisme urbain. Mais dans les faits, c'est plutôt des exécutions sommaires, massives, systématiques et extrajudiciaires. Alors que le Congo, il faut le rappeler, pour ceux qui l'ont oublié, a ratifié la Convention pour l'abolition de la peine de mort. Bien avant cette déclaration, il a accordé une audience au clergé catholique qui est allé lui présenter les délibérations de leur 54e assemblée plénière annuelle des évêques congolais. Nous y reviendrons tout à l'heure, mais commençons par le volet social, avec les agents municipaux de la mairie de Dolisie qui sont à près de 100 mois d'arriérés de salaire impayé. Donc, voici leur reportage. Réunis en assemblée générale extraordinaire le 16 octobre 2025, ces agents municipaux de Dolisie, qui cumulent 97 mois de salaire impayé, menacent d'observer une grève sans service minimum au terme du délai de préavis si leurs revendications ne sont pas prises en compte. Les maires, les secrétaires généraux doivent rester chez eux. Parce que trop c'est trop. On est fatigué. Nous souffrons. Nous souffrons. Moi, je vous le dis. Moi, j'ai au moins 10 gosses. Mais mes enfants sont à la maison. Pas de cahier. Vous êtes sûr que nous allons continuer comme ça? Leur cahier de charges de revendication déposé à la primature n'aurait pas été pris en compte et la lettre de rappel adressée à la même administration serait sans suite. La dégradation de leur situation sociale les pousse à agir autrement, observer une grève sans service minimum au terme du délai de leur préavis. Le non-prise en compte du gouvernement de la République dans le paiement régulier des salaires pour la commune de Dolisie qui cumule aujourd'hui 87 mois des salaires impayés. Les agents municipaux de Dolisie se prononcent favorablement pour une grève générale illimitée sans service minimum. Voilà, Didier Mounier-Volo, 97 mois d'arriéré de salaire. Donc 8 ans, plus de 8 ans d'arriéré de salaire impayé. Est-ce que cela peut se comprendre? Sinon, quel commentaire vous inspire cette situation? Alors, cela ne peut pas se comprendre parce que lorsque vous travaillez, vous savez, j'ai même du mal de savoir par quel bout commencer. Il faut savoir que l'histoire des sociétés, Karl Marx disait, l'histoire de toute société jusqu'à nos jours, n'a été que l'histoire de lutte de classe. Pascal Lissouba lui-même a théorisé dans ses écrits de la tribu classe, de la lutte des places. Donc, toute l'histoire de l'humanité, lorsque nous entrons dans l'époque capitaliste et même peu avant le capitalisme, déjà avec la manufacture, il y avait déjà ce travail-là. Et d'ailleurs, même en Égypte pharaonique, aujourd'hui, je ne vais pas froisser les catholiques ou les chrétiens. Hein. Aujourd'hui, la science a démontré que ceux qui ont construit des pyramides, c'était des ouvriers. À l'époque, peut-être qu'on ne les appelait pas des ouvriers, mais aujourd'hui, il y a la documentation qui date de l'époque pharaonique qui démontre que les gens qui construisaient les pyramides, ils étaient payés. Ils étaient payés, les salaires sont connus, certains ne venaient pas travailler parce que madame ou lui-même ou les enfants étaient malades, donc il y avait toute une organisation. Ce qui fait que lorsqu'on arrive au XVIIIe siècle précisément, se pose la question du salariat. Parce qu'il faut, dans le raisonnement social, dépasser la situation de la mairie de Dolisie et épouser la situation du Congo dans son ensemble. Les salariés de la mairie de Dolisie accusent presque 100 mois, 100 mois sans salaire, vous avez dit l'équivalent de 8 ans, mais à l'université Mariangouadi, même dans les sociétés pétrolières, l'industrie pétrolière connaît un boom, hein, ils se font beaucoup d'argent. La Russie soutient sa guerre contre l'Ukraine malgré les sanctions grâce à son pétrole que la Russie vend au marché noir. Et nous qui vendons notre pétrole dans le marché classique,
Même notre industrie pétrolière est en difficulté. Donc, il faut replacer ce débat dans le contexte congolais du salariat. En fait, aujourd'hui, il faut que les agents de la mairie, les syndicats des agents de la mairie et le gouvernement et la mairie, le conseil municipal, et puis avec les sociologues. Vous avez par exemple les sociologues spécialistes de la sociologie du travail. Donc, il faut donc poser la question, qu'est-ce que le salariat au Congo? C'est quoi un salarié? Soit ces gens de la mairie de Dolisie, ce sont des esclaves, ce sont des apprentis, c'est-à-dire qu'ils travaillent, mais ils mangent chez le maire ou chez les conseillers municipaux. Sinon, il faut se poser la question, c'est quoi le salariat? Et quel est le rôle d'un conseil municipal lorsque les salaires ne sont pas versés? Je vais aller encore plus loin. Il faut que le maire de Dolisie, il faut que la mairie de Dolisie nous dise comment est monté le budget de la mairie de Dolisie. Le budget annuel, par exemple, là, on va entrer en 2026, il faut publier les budgets de toutes les mairies, M. Perrin. La mairie de Brazzaville, de Pointe-Noire, de Ouesso, de Dolisie, de Kinkala, toutes les administrations, il faut publier leur budget. Pourquoi je le dis? Parce que je ne peux pas comprendre que les agents de la mairie accusent 80, 100 mois, 8 ans sans salaire, alors que chaque année, écoutez-moi bien, chaque année, le budget de l'État congolais n'est pas retoqué par les institutions financières internationales. Parce que le budget de la mairie, ce n'est pas un budget ad hoc, ce n'est pas un budget qu'on fait à côté, M. Perrin. Le budget de la mairie est dans la loi de finances. Mais c'est là tout le problème, Didier Mouni-Volo, c'est de savoir que les fonctionnaires, en fait, de la fonction publique ont le même patron. D'accord? C'est l'État. Cela veut dire que lorsque le salaire passe, il devait passer pour tout le monde. Or, ici, qu'est-ce qu'on constate? Les mairies de Brazzaville et Pointe-Noire, bon, c'est vrai qu'à Pointe-Noire aussi, on accuse quelques arriérés de salaire, mais c'est autour de 10, voilà, 15 mois. Là encore, c'est scandaleux, mais on parle ici de près de 200 mois d'arriérés de salaire impayés. Comment expliquer que pour le même patron, certains sont souvent payés, s'il faut vous dire ça comme ça, et d'autres quasiment pas, parce que lorsqu'on vous parle de plus de 8 ans d'arriérés de salaire, c'est incroyable. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Monsieur Perrin, il n'y a rien qui n'explique les retards de salaire ou le non-paiement de salaire, sauf les détournements d'argent. Je vous donne un élément, je peux en débattre. On peut faire un débat avec le ministre des Finances, M. Yoka, pour qu'il nous explique. Je vous prends certains pays sans vouloir les froisser. Le Mali, le Rwanda, le Burkina Faso, le Burundi. Il y a beaucoup d'États comme ça, le Soudan, la Centrafrique, le Tchad. Ce sont des États qui bouclent leur budget annuel avec l'aide des financements des pays arabes aujourd'hui, puisque Kadhafi n'est plus là, c'est Kadhafi qui complétait leur budget généralement. Ça, c'est de notoriété publique, c'est dans leur compte public. Et depuis, c'est le Qatar, c'est l'Arabie Saoudite, ce sont les Émirats, il y a l'Union européenne, les États-Unis, la Banque mondiale, le FMI. Donc, quand on fait un budget, le budget, il y a d'abord les charges. Tout budget commence par quelles sont nos charges. Et une fois qu'on a compris les charges, combien ça nous coûte, on va donc chercher les ressources. Où nous allons trouver les ressources pour financer nos charges. Mais dans les charges, vous avez quoi, M. Perrin? Vous l'avez dit. Dans les charges, vous avez les salaires des agents. C'est pour cela que dans les programmes d'ajustement structurel du FMI, on demande de baisser le train de vie de l'État et notamment, sous Sassou 1, le FMI avait demandé d'arrêter d'intégrer les gens dans la fonction publique. Pourquoi? Parce qu'on sait que le budget de l'État est phagocyté en grande partie par le traitement des salaires. Donc, ce qui suppose que lorsque notre budget est voté, lorsque nous avons notre loi de finances qui a été validée par les institutions financières internationales, par l'Union africaine, l'Union européenne, la Banque mondiale et le FMI, ça suppose que nous aurons des entrées, c'est-à-dire des ressources, des revenus capables d'assumer les charges que nous avons décrites dans la loi de finances.
Il faut que le Oui, mais ministre des Finances pendant et que le vous le dites, gouvernement, juste pour terminer, il oui. faut que le ministre des Finances et tout le gouvernement expliquent au Congo comment, avec les revenus qui entrent dans nos comptes publics, on n'arrive pas à assumer nos charges. En fait, le problème, ça dépasse la mairie de Dolisie, c'est tout le Congo. Normalement, l'argent entre dans les caisses de l'État pour faire face au salaire. Est-ce que vous avez regardé l'intervention du ministre Yoka quand il dit chaque mois au Congo, payer les salaires, c'est très, très, très difficile, c'est une gymnastique. Ce n'est pas un langage financier. Ce n'est pas un langage de finances publiques. Monsieur Yoka doit expliquer à partir de la loi de finances, à partir des, comment on appelle ça, des ressources que le Congo a décrites dans sa loi de finances, les impôts, les douanes, les ventes de matières premières, ainsi de suite, comment il peut expliquer le non-paiement? C'est-à-dire que le Congo n'assume pas ses charges. Il ne peut pas se contenter de dire aux gens, ah, tous les mois c'est difficile, tous les mois c'est compliqué. Ce n'est pas un langage financier. C'est pas ce qu'il Oui, va mais moi, enseigner. je voulais revenir sur, évidemment, vous avez parlé du budget. Lorsqu'il est bouclé, il est validé. Ça veut dire que le Congo a les possibilités, les ressources nécessaires pour alimenter ce budget. Et il est arrivé plusieurs années d'ailleurs, où le Congo était même en excédent budgétaire. Mais Alors c'est moi, Denis je Sassou Nguesso comprends qui le pas. dit lui-même. Oui, mais je comprends pas comment on a un budget qui souvent est excédentaire et dans le même temps se retrouve avec des fonctionnaires qui ne sont pas payés. Mais nous avons même eu 14 000 milliards de générations futures. Pourquoi vous allez épargner 14 000 milliards pour les générations futures, alors même que ces générations-là, leurs parents n'ont pas de salaire pour prendre soin d'eux? En fait, c'est d'un anachronisme incroyable. C'est un paradoxe que personne ne peut expliquer, personne ne peut comprendre, sauf la volonté narcissique de Denis Sassou Nguesso d'affamer les populations. L'argent entre dans les caisses de l'État. La preuve, chaque année, Sassou se présentait au Parlement réuni au Congrès pour vanter les excédents budgétaires de 300 milliards à 500 milliards, voire plus. Mais si on a 300 milliards d'excédents budgétaires, ça veut dire quoi un excédent budgétaire déjà, M. Perrin? Mais de façon technique, l'excédent budgétaire suppose que vous avez vos charges et vous avez vos ressources. Vos ressources ont comblé totalement vos charges, mais vous avez eu encore plus de ressources. Par contre, de façon stratégique, l'excédent budgétaire peut aussi démontrer la médiocrité des dirigeants. C'est-à-dire, nous avons les charges, nous avons des ressources qui correspondent à nos charges, mais au final, nous n'avons pas utilisé les ressources pour, traiter nos charges. Conclusion de course, on a toujours l'argent dans des caisses, mais on n'a pas traité le problème. Je vous donne un exemple simple. On a dit 12 hôpitaux généraux, on a sorti 700 milliards. Au final, on n'a pas finalisé les hôpitaux, on a gardé l'argent. Au lieu d'être honnête, on va présenter ça comme étant un excédent budgétaire, alors que c'est l'argent qu'on n'a pas utilisé pour les charges qu'on avait décrites. Mais en réalité, ils le disent, et au final, cet argent disparaît. Donc, il y a un système mafieux validé par le président de la République, le Premier ministre et le ministre des Finances pour piller le caisse de l'État et laisser les gens affamés. Mais sinon, si vous prenez, je vous dis encore, prenez notre loi de finances, allez voir Harvard, allez voir Yale, allez voir Princeton, allez voir Cambridge, allez voir toutes les universités des finances au monde et dites-leur, vous voyez cette loi de finances, mais à côté, nous avons par exemple une centaine de mois des salaires non versés aux fonctionnaires de la mairie de Dolisie, au CHU, à Mariangouabi, dans tous les secteurs. Ils vont vous dire, mais on ne comprend pas. Parce que votre budget est à l'équilibre, et même avec des excédents. Mais pourquoi les gens ne sont pas payés? Donc, dans ce cas, qu'est-ce que vous faites de l'argent? Où va l'argent? Mais est-ce que ça peut dénoter, bon, mais je vais mettre quand même le pied dans le plat, ça peut dénoter, il faut parler de, j'aime pas utiliser ce terme, mais c'est une sorte de punition. Parce que c'est peut-être la partie voilà, qui ne Le plairait terme n'est pas. pas gros. Hein. Monsieur Perrin, ça fait presque 20 ans. Je dis aux Congolais, Sassou ne vous aime pas, Sassou n'aime pas le Congo. Ça, ce n'est plus à démontrer. Hein. Voilà. Donc, le CRC et votre chaîne font un travail pédagogique énorme, incommensurable, pour expliquer aux Congolais
avec les preuves scientifiques. Je vous le dis encore, il n'y a rien qui explique le non-versement de salaire à la mairie de Dolisie ou partout ailleurs au Congo, sauf la volonté de Sassou de ne pas payer les salaires. Là, je vous fais les finances publiques enseignées à ma grand-mère. Je vous dis, mais M. Yoka, M. Gatsé et les autres, ils peuvent vous expliquer ça de manière beaucoup plus technique et pédagogique que moi. Mais moi, je vous fais ça au niveau de les finances publiques en français facile enseignées à ma grand-mère. Je vous dis que la première des choses, allez regarder l'actualité internationale. Pendant plusieurs années, le Mali n'avait pas encore envoyé son budget annuel à l'Union européenne. Comment on appelle ça? Au club de Paris, au club de Madrid ou de Londres, ni au FMI, avec les menaces du FMI en disant dépassez le délai, vous serez sanctionné. Pourquoi? Parce que Kadhafi n'avait pas encore validé combien il donnait. Parce que quand il vous manque des ressources pour financer votre budget annuel, il n'y a pas 36 000 solutions. Dans le monde entier, on le sait. C'est soit vous avez des fonds propres, ce qu'on appelle, si vous avez des financements, de l'épargne, vous faites appel à vos fonds propres, soit vous faites appel au crédit, c'est-à-dire que vous allez chercher l'argent sur le marché financier international. Alors. Voilà. Et donc, c'est ça. Ou sinon, si vous n'avez pas de fonds propres et le marché financier international refuse de vous financer, alors dans ce cas, il faut donc baisser vos charges. C'est-à-dire, vous allez voir dans les dépenses que vous avez prévues, quelles sont les dépenses qui ne sont pas urgentes. Eh bien, on va essayer de ne pas les faire. Et donc, on revient à un budget à l'équilibre. Or, le Congo, son budget a toujours été validé. C'est-à-dire, les institutions internationales savent que l'argent va rentrer. La preuve, M. Perrin, comment ils font pour s'enrichir? Ils ne s'enrichissent pas sur le capital de Total. Ils ne s'enrichissent pas sur le capital de Eni. Sassou est très pote avec le PDG de Eni. Mais croyez-moi, le PDG de Eni n'a jamais donné à Sassou un centime des ressources de Eni. C'est toujours l'argent qui revient, la part qui revient au Congo. Absolument. Et dans le même temps, on a des ministres, les membres du gouvernement, ou et même ceux du Sénat, disons le Parlement congolais, et qui ont des gros salaires de l'ordre de 20 millions, 25 millions, 16 millions, qu'ils touchent d'ailleurs à la main, et savoir qu'il y a des fonctionnaires, ceux-là qui se réveillent le matin pour aller au boulot, travailler, faire tout ce travail, et qu'il passe 8 ans, plus de 8 ans, son salaire, je crois qu'il y a une autre explication à trouver là. Et moi, je parlais de la discrimination, je préfère utiliser ce terme. Mais quand vous dites il continue à travailler, qu'est-ce qui se passe? Mais je vous ai parlé tout à l'heure, quel est le rôle des syndicats? Nous avons parlé du salariat. Il faut qu'on débatte du salariat chez nous. Mais il faut aussi débattre du syndicalisme au Congo. Le syndicat est toujours du côté des travailleurs. Et d'ailleurs, la naissance des syndicats, c'est quoi? C'est d'avoir une catégorie des salariés protégés, c'est comme ça qu'on les appelle, des salariés protégés, qui veillent à l'application du code du travail et des conventions collectives. Que l'employeur ne fasse pas n'importe quoi. Or, que font les syndicats? Ils ne font rien. Mais vous savez, depuis quelques jours, je suis allé chercher des livres pour mon fils à la FNAC et je suis tombé sur le livre d'Étienne de la Boétie, Discours de la servitude volontaire. Et comme nous sommes dans ces sujets-là souvent avec ce qui se passe au Congo, je l'ai acheté, c'est quelque chose qui est bien connu au Congo. J'en ai profité pour racheter ce bouquin. Mais quelle est la thèse que défend la Boétie? La Boétie vit à une époque où le pouvoir en France est tyrannique. Et lui, il ne comprend pas, face à une telle tyrannie, pourquoi le peuple ne se révolte pas. Pourquoi le peuple accepte cette servitude volontaire. Donc, il mène une réflexion sur la tyrannie, en tout cas comment la tyrannie fonctionne, mais aussi sur le fait que personne ne dénonce, personne ne se soulève. Pourquoi? Mais parce que nous oublions vite, parce que souvent c'est Thierry Mongala qui a l'habitude de dire « Ah oui, mais nous avons nos coutumes, nous avons nos cultures. » Mais vous savez, la Boétie va en guerre contre les coutumes et les traditions. Parce qu'en France aussi, il y a des traditions. En Angleterre, il y a des traditions. En Hollande, en Allemagne, il y a des traditions.
Et la Boétie comprend que les coutumes, les habitudes, les traditions, l'éducation familiale, l'éducation sociale fait qu'il faut obéir aux grands frères, il faut obéir aux chefs, il faut obéir aveuglement aux Kani, aux Mouene, aux Mfumu, aux Nga-Tie. Mais non, il faut obéir à la loi. Et il dit comment les gens peuvent ignorer leur liberté naturelle parce que qu'est-ce qui se passe? Dans la société civile, nous avons accepté de laisser une partie de notre liberté individuelle entre les mains de l'État démocratique. Mais si l'État commence à utiliser ce pouvoir qu'on lui reconnaît pour nous brimer, pour nous piétiner, eh bien, nous avons le droit naturel de nous soulever contre ce pouvoir-là. Et c'est ça la question de la mairie de Dolisie, oui, comme évidemment. pour les autres mairies, comme pour les autres fonctionnaires. Ils ont le droit naturel de se révolter. Sassou est le président, si tant est qu'il utilise la richesse nationale dans l'intérêt collectif. Donc, ce que j'ai voulu expliquer dans ce livre, Chirac, mon ami de 30 ans, c'est comment j'étais de ceux qui avaient aidé Sassou et qu'ensuite nous avons été extrêmement déçus par l'échec de Denis Sassou Nguesso. D'abord, il y a eu des exactions effroyables, notamment les 350 assassinés du Beach. Ça, c'est des choses qui méritent le jugement des tribunaux pénaux internationaux. Puis il y a surtout tous ces détournements de fonds publics, d'utilisation de l'argent du pétrole pour autre chose que le bonheur du peuple. Enfin, toute une série de déceptions. Non seulement il utilise la richesse nationale pour ses intérêts personnels avec ses enfants et ses amis, mais en plus, il vous massacre. Il vous laisse sans mois, sans salaire. Dans une société moderne où il y a le salariat, eh ben, la seule solution, comme le dit le CRC, c'est la révolte. C'est-à-dire se soulever contre ce système tyrannique pour y mettre fin oui, ça veut dire mettre que finalement les institutions les plus démocratiques qui soient. Vous êtes en train de nous dire, puisque tout à l'heure on a démontré que ce n'est pas l'argent qui manque au Congo, l'argent coule à flot avec le pétrole congolais. Nous avons même parlé des excédents budgétaires. Je me rappelle encore, en 2024, le budget était même excédentaire. Regardez la loi de finances, oui. Toutes nos lois de finances, le budget est toujours excédentaire. Vous êtes au-delà de 2000 milliards de francs CFA de recettes pour en dessous de 2000 milliards de charges. Regardez, j'ai été le premier à populariser au Congo la compréhension de la loi de finances. Parce que quand vous avez commencé sur votre chaîne de m'interroger sur ces questions-là, je vous ai dit, Monsieur Perrin, je n'ai jamais compris le Congo. Je n'ai jamais compris le Congo. Tout est là. Prenez la loi de finances. J'ai eu beaucoup d'appels et les gens qui me demandaient, mais c'est quoi la loi de finances? J'ai dit, c'est un document dans lequel l'État publie son budget. Et il est public, il est disponible Sassou pour Nguesso, tout le monde. par exemple, M. Perrin, Sassou Nguesso, bon, il n'est pas très intelligent, ce n'est pas de sa faute. Mais qu'est-ce qu'il nous a dit? Il a dit, pour payer les bourses, on a besoin que de 3 milliards, mais dans la loi de finances, on demandait 9 milliards. 9 milliards. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Vous avez besoin de 3 milliards pour les bourses, mais dans la loi de finances, on met 9 milliards. L'État décaisse 9 milliards, mais les bourses ne sont toujours pas payées. Il n'y a pas de problème dans la même logique, dans le même sens, il y a eu cette affaire de l'hôpital général de Dolisie, où le jeune Jonas, qu'on avait viré d'ailleurs, qu'on a fini par virer, a révélé la mafia, où le budget qui était affecté à cet hôpital était souvent 3 fois plus que les besoins. Et cela a duré des années. Voilà pourquoi moi je ne comprends pas comment J'ai dit à ce jeune, expliquer... fais tes valises, on va te virer. Il a dit, dans un forum WhatsApp, je lui ai dit, fais tes valises, on va te virer. Il me dit, non, mais j'ai fait du bon travail, le Premier ministre va me récompenser, va me féliciter. J'ai dit, non, non, personne ne va te féliciter, tu verras, dans quelques jours, tu vas être limogé. Parce que... Alors, donc, c'est un régime ou un gouvernement où il faut pas bien travailler, il faut Fred faire Makita, comme eux. Le nom vient de me revenir. Fred Makita. Voilà. Et ici, vous avez démontré finalement qu'il y a l'argent, et l'argent prend une autre destination. Le président de l'un des pays les plus pauvres d'Afrique a dépensé 400 000 $ sur la facture d'hôtel lors de 2 courtes visites à New York l'année dernière, selon le Sunday Times de Londres. Denis Sassou Nguesso, de la République du Congo, également connu sous le nom de Congo-Brazzaville, a séjourné 2 fois à l'hôtel Waldorf Astoria. Lors d'une visite, son entourage a occupé 44 chambres et des factures s'élevaient à 252 000 $, dont une partie a été dépensée pour du champagne cher et d'autres boissons coûteuses. Malgré
Malgré les recettes pétrolières de 250 millions de dollars en 2006, plus de 70% des 3 millions d'habitants du pays vivent avec moins de 2 $ par jour. L'année dernière, le pays a bénéficié d'un énorme programme d'allègement de la dette de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international parce qu'il se dit trop pauvre pour honorer ses engagements financiers. C'est ce que j'ai compris. En fait, l'argent est détourné. Voilà pourquoi ces agents se retrouvent avec 97 mois d'arriérés de salaire, un pays. Est-ce qu'ici, on peut parler aussi de la responsabilité, comme vous avez commencé à le développer tout à l'heure, la responsabilité des agents qui ne font rien, qui attendent probablement que ça tombe du ciel. Mais là aussi, on va scruter mais le rôle, vous l'avez dit tout à l'heure, des syndicats. Est-ce que réellement ces syndicats existent encore? Parce qu'on ne peut pas comprendre que les gens continuent à aller travailler après 8 ans de salaire impayé. Comment ça? Même les syndicats qui vous demandent de respecter la parole d'un syndicat qui ne fait pas son job, qui vous le demande? Il faut poser la problématique de la notion de la liberté individuelle. Moi, je suis libre. Maintenant, si quelqu'un me dit qu'il est président de la République, mais il faut qu'on se mette d'accord. Vous savez, un être humain, il a une existence biologique. L'être humain, c'est une existence biologique. C'est-à-dire un homme, une femme qui vivent ensemble, qui ont des rapports sexuels. Ils fabriquent un être humain. On n'a pas besoin d'un président de la République pour vivre. C'est ça la problématique de nos sociétés. Mais puisque nous sommes dans une société où il faut organiser les choses, on organise les règles, eh bien, le premier qui doit respecter ces règles-là, c'est le président de la République. Or, Sassou ne respecte rien. Et c'est ça le sens de la démocratie. Monsieur Perrin, lorsque certains vous disent que les Africains ne sont pas des démocrates ou n'aiment pas la démocratie ou les cultures africaines, avec la démocratie, ça ne marche pas. C'est faux. Vous savez, je vais vous dire une chose. Mais la démocratie n'a pas toujours existé en Europe. Dans l'Antiquité, les Platon, les Socrates, les philosophes ont disserté autour de la démocratie. Il y a eu des essais de la démocratie dans la Grèce antique, notamment à Athènes, mais aussi à Rome. Mais après, l'Europe est entrée dans une phase de tyrannie, de pouvoir absolu, avec comme modèle d'incarnation Louis XIV, le roi Soleil. Mais sauf que la Révolution française et les autres révolutions qui ont suivi en Europe, y compris les révolutions plutôt intellectuelles, parce que si en France, la révolution a tué le roi, mais en Angleterre, dans les Pays-Bas, dans les pays nordiques, les révolutions étaient menées par la société civile et le monde universitaire, les intellectuels. C'est pour ça que dans ce pays-là, ils ont gardé les rois, mais ce sont des monarchies parlementaires. Ils se sont rendus compte que la démocratie n'est pas le meilleur système politique, mais c'est le moins mauvais, parce que ça limite le pouvoir de tout le monde. La preuve, Nicolas Sarkozy est en prison. Peu importe les justificatifs que donnent ceux qui le soutiennent, mais il a traficoté avec des terroristes, la justice a frappé. Oui, donc, mais donc la ici, démocratie en Afrique... Comme je disais tout à l'heure, Didier Boinivolo, on peut donc parler de la responsabilité des agents. Vous avez même parlé de la servitude volontaire. Donc, puisque les travailleurs ne font rien, se contentent de la situation, évidemment, ça perdure tout en sachant que leur argent est volé. Pourquoi vous voulez que le tyran s'arrête? Vous savez, la traite négrière. La traite négrière n'a pas pris fin parce que l'homme blanc voulait libérer l'homme noir. Vous savez qu'à un moment donné, dans les colonies partout en Amérique, en Martinique et aux Antilles, ce système d'esclavagisme commençait à coûter cher aux maîtres esclavagistes parce que les révoltes, quand dans la plantation, les esclaves se révoltaient, il n'y a pas de production. Les esclaves, quand ils se révoltaient, ils faisaient quoi? Il y avait des tueries. Parfois même, les maîtres étaient tués, mais on brûlait parfois les plantations. Et combien même que ce sont les maîtres qui tuaient les esclaves, mais ils n'ont plus de la main-d'œuvre. Donc, ça posait la problématique de la continuité de l'esclavage, du fait que ça commençait à être compliqué. Les esclaves, même dans les bateaux, hein, dans les bateaux négriers, les esclaves se révoltaient. Vous savez ce qui s'est passé pendant le procès de Nuremberg? Il y a eu un fait dans le procès de Nuremberg, quand on va juger les nazis, il y a eu un chef nazi qui a dit « Mais je ne comprends pas. Mais je pensais que les Juifs étaient contents de ce que nous leur faisions, puisque c'était le peuple élu qui devait se sacrifier. Mais ils étaient plus nombreux que nous.
Parfois, s'il y avait plusieurs dizaines de juifs avec 2, 3 gardes allemands, mais pourquoi ils ne se sont jamais révoltés? Et Hannah Arendt a été bouleversée par ces propos. C'est-à-dire pourquoi, à un moment donné, les victimes d'un système tyrannique, alors même qu'ils sont plus nombreux, je vous prends un exemple. Il y a combien de salariés à la mairie de Dolisie et combien de maires? Il y a un maire pour des centaines de salariés. Et pourquoi il le laisse faire? Pourquoi les 6 millions ne se révoltent pas contre le président? Bah, c'est qu'ils se contentent de la Même la situation. sécurité présidentielle qui terrorise les gens. Ils sont combien? Même s'ils sont 500 à la sécurité présidentielle. Mais Brazzaville, c'est 1,5 million habitants. Vous pensez que si les Brazzavillois se soulèvent contre la sécurité présidentielle, ils vont tenir? Mais c'est faux. Oui, sur l'opération de la DGST, tout à l'heure, on y reviendra. On va donc boucler le premier Donc, en tant volet. que citoyens, nous avons Oui. notre part de responsabilité. Vous savez, Margaret Thatcher, elle a été très dure vis-à-vis de l'Afrique. Et on lui attribue la phrase que les Africains ont des dictateurs qu'ils ont choisis, qu'ils aiment. Parce qu'en Europe, quand il a fallu mettre fin aux dictatures, nous nous sommes soulevés, nombreux sont morts, mais nous avons libéré nos sociétés de la tyrannie et de la dictature. Qu'est-ce qui empêche les Africains aussi de se soulever contre la dictature et la tyrannie? Qu'est-ce qui empêche donc aux Congolais de se soulever contre le régime de Brazzaville? Nous allons aborder le volet culture avec bien sûr, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a une vidéo, un extrait, hein, il faut le dire, la vidéo qui circule sur la toile. On peut y reconnaître Belinda Ayessa, la directrice du mausolée de Debraza, qui affirme que Debraza était un colonialiste, mais pas comme les autres. Il est arrivé au Congo pour rencontrer un peuple et de manière diplomatique. Ça veut dire que c'était un partenaire. C'est ce qu'elle a voulu faire comprendre. Je vous propose donc de suivre quelques propos d'elle et vous allez réagir après. Suivez. Mais je pense qu'on attribue à Debraza de violences un peu trop gratuites. Vous pensez qu'il est plus humaniste que... Je confirme qu'il est plus humaniste qu'autre chose. Moi, je vous dirais d'entrée de jeu que cette histoire du mémorial de Savon de Brazza, je l'assume. Et je vous ai dit tout à l'heure, lorsque vous m'avez posé la question sur le traité Brazza-Makoko, en me titillant un peu, en me rappelant, mais Savon de Brazza n'était-il pas finalement un colon en tant que tel? A-t-il pas imposé le traité à Ilo Ier? Nous avons reçu ici, lors de notre deuxième conférence, le professeur Oba de l'université Marie-Ngouabi, qui est revenu qui a traité sur la vie et l'œuvre de Pierre Savorgnan de Brazza. Et à la conclusion, il a dit que Savorgnan de Brazza était un fin diplomate, qu'il était un homme pacifique. Ça ne vient pas de moi qui gère le mémorial de Brazza, mais ça vient d'un éminent professeur, d'un éminent historien. Que Savorgnan de Brazza, c'était un humaniste. Mais on ne dit pas qu'il était parfait. Il y a peut-être eu des bavures, nous en faisons tous en tant qu'êtres humains, avec la faiblesse qui nous caractérise. Ce n'est pas le culte de la colonisation ou du colonisateur. Non, c'est simplement raviver une page importante de notre histoire et reconnaître les œuvres et les actions qu'a eu à mener à un temps précis un homme qui n'est pas venu à la conquête d'un peuple, mais à la rencontre de celui-ci. Voilà. Voilà, Didier Woudi-Volo. Debraza serait venu en paix au Congo-Brazzaville pour rencontrer le peuple congolais. On a l'impression que l'histoire de Debraza a été réécrite, s'il faut le dire comme ça, parce que moi, ce que j'ai appris à l'école, on nous disait que Debraza a commis même beaucoup de crimes contre l'humanité au Congo, des exactions effroyables, un colonialiste, mais vraiment, s'il faut dire, un démon. Et là, Belinda Ayessa nous parle d'un ange à la rigueur. Voilà, Debraza était un ange. Mais écoutez, je viens de suivre Belinda Ayessa et puis j'avais vu quelques extraits. Je ne savais pas qui elle était. Je me disais, mais c'est qui cette femme qui parle de la colonisation en ces termes? Déjà, la première des choses,
Cette femme n'est pas historienne, elle est directrice du musée, le Le mausolée mausolée de Pierre Brazza. Savolgnan de Brazza, nommé par son petit copain, Denis Sassou Nguesso, parce que j'ai cru comprendre que elle prête sa matrice à Sassou pour lui fabriquer des enfants. Donc, elle fait partie de cette cohorte de femmes qui prêtent leur matrice à Sassou pour fabriquer des enfants, puisque là où l'ascenseur social, c'est l'école, hein, l'école, les apprentissages, les diplômes, les compétences, c'est ça l'ascenseur social partout dans le monde. Mais au Congo, l'ascenseur social principal, c'est la capacité d'une femme à faire des enfants à la famille de Sassou et l'inverse, la capacité des hommes à faire des enfants aux filles de la famille, des amis de Sassou Nguesso. Et d'ailleurs, vous avez une Française qui a fait une très belle analyse sur la kakistocratie, où c'est le groupe des incompétents, des médiocres, et puis qui, par affinité parentale, se nomme dans les postes et non pas par les compétences. Et Bref. puisque vous parlez, pardon, de la kakistocratie, je préfère proposer cet extrait à nos téléspectateurs et vous allez continuer votre développement. Suivez. D'accord. Voilà, donc vous disiez que le Congo, finalement, est sous un régime kakistocratique. Mais c'est ça. Et donc, cette femme arrive, bombardée, directrice du musée Pierre Savrognan de Brazza. Mais, cher Christian, qu'est-ce qu'un directeur de musée? Qu'est-ce qu'une directrice de musée? Vous savez, prenez, quand on nomme quelqu'un directeur d'un musée, comme moi je peux dire que c'est le musée d'histoire coloniale. Hein, demain, moi je suis président, ça cesse d'être le musée des Brazza, ça devient le musée d'histoire coloniale du Congo et des cultures et civilisations du Congo. Et en cela, je dégage les restes des Brazza, je les rends à la France qui n'a jamais voulu, je les rendrai à l'Algérie, et si l'Algérie n'en veut pas, je brûle et puis je vais mettre ça au fleuve ou à la mer ou n'importe où. On n'a rien à faire avec ces restes-là chez nous quand on sait qui était des Brazza. Mais revenons à Madame Belinda Ayessa, comme vous avez dit. Donc, on voit déjà que cette femme, elle n'a aucune culture. Elle gère un lieu de culture, parce qu'un musée, c'est un lieu de culture, c'est un lieu de savoir, c'est un lieu de science. Au détriment de Brazza, c'est un lieu de science. Et cette femme n'a fait aucun effort. Et c'est ça aussi le crime chez nous, Monsieur Perrin. Vous parlez parlons culture. Vous prenez Sassou Nguesso, vous prenez Colline Makosso, prenez tous nos ministres. Chaque année, ils ont lu quoi? Ils ont appris quoi? Rien du tout. Vous prenez Sassou, il est revenu en 97. Plus de 20 ans après, le monsieur vous raconte les mêmes idioties. Madame Belinda Ayessa, je ne sais pas depuis quand elle est à ce poste-là, qu'est-ce qu'elle a développé comme connaissance depuis presque la création de ce mausolée. Mais alors, qu'est-ce qu'elle a développé? Est-ce qu'elle a travaillé avec les professeurs d'histoire, d'anthropologie, d'ethnologie, les sociologues de l'université Mariangouabi ou d'autres instituts pour enrichir la connaissance de l'histoire coloniale au Congo? Déjà, quand il dit De Brazza est devenu un diplomate et il est venu à la rencontre d'un peuple, elle peut me dire au 19e siècle où était l'ambassade de France pour que De Brazza, missionné par la France, vienne en diplomate chez nous? Le consulat ou l'ambassade de France en 1880, c'était où? Derrière la maison d'Ayessa ou à côté du palais de Sassou Nguesso? Vous voyez les idioties? Et elle dit, De Brazza n'est pas venu conquérir un peuple, elle est venue à la rencontre d'un peuple. Déjà, De Brazza ignorait que le royaume Téké existait. De Brazza ignorait la présence de ces populations-là. Ce sont des découvertes hasardeuses. Mais vous ne pouvez pas aller à la rencontre d'un peuple que vous ne connaissez pas. Et Madame Ayessa doit comprendre une chose. L'histoire, ce n'est pas le récit des événements passés. L'histoire, c'est d'abord une science sociale et peut-être la plus difficile des sciences sociales. Je recommande à Madame Ayessa de lire Marc Bloch, Apologie de l'histoire ou métier d'historien. L'histoire est un métier. Et moi, j'ai fait le département d'histoire à Bayardel. L'un des premiers cours qu'on reçoit, c'est initiation aux sciences historiques. Et là, on est tous scotchés. Ah bon? Les sciences historiques, on découvre. Allez voir à Bayardel. Donc, ce qu'elle a dit, c'est faire honte aux historiens congolais comme Théophile Obenga,
comme Ngoïngala, paix à son âme, comme Emmanuel Essakomba, paix à son âme, comme Abraham Ndingambo. Mais allez lire, allez suivre le cours d'Abraham Ndingambo ou d'Yvonne Norbert Gambeg, ou encore de Bafouetela ou de Gambou. Allez suivre ces cours-là. Mais ces cours-là nous transcendaient, nous faisaient pénétrer dans une autre dimension de la connaissance de l'histoire, depuis la paléontologie, la préhistoire, l'archéologie et jusqu'à l'histoire coloniale. Mais au fait, pendant que vous le dites, pourquoi on n'a pas nommé Théophile Obenga, par exemple, directeur de ce mausolée? Pourquoi pas? Mais il y a Théophile Obenga, il y a Yvonne Norbert Gambeg, il y a Gambou. Ils sont nombreux qu'on peut nommer. On peut même nommer un philosophe, un littéraire. C'est des sciences qui se croisent. Donc, quand on nomme quelqu'un, et vous savez que le musée Mariam Gwabi, bon, le nom est galvaudé. Ailleurs, les musées portent les noms des grands professeurs, des grands chercheurs. Chez nous, les musées et les universités portent les noms des présidents de la République. Et pourquoi? Nous sommes le seul pays qui donne à nos musées et à nos universités. Ailleurs, l'université s'appelle l'université Cheikh Anta Diop, l'université Joseph Kizerbo. Mais Joseph Kizerbo n'a jamais été président du Burkina, tout comme Cheikh Anta Diop n'était pas président du Sénégal. Mais allez voir les travaux de Joseph Kizerbo sur l'histoire de l'Afrique. Lorsque l'UNESCO met en place un groupe d'historiens pour écrire sur l'histoire générale de l'Afrique en 8 tomes, le tome 1 est dirigé par le professeur Joseph Kizerbo, toute la partie méthodologique et préhistoire africaine. Donc, vous avez des gens à qui on peut confier ces missions-là. Moi, je me souviens, quand je suis en maîtrise d'histoire, mais anthropologie et histoire de M. Gambeg, mais ça vous transcende dans la connaissance des sociétés africaines. Aujourd'hui, c'est notre responsabilité de bien connaître notre histoire. Donc, dire que De Brazza est venu en diplomate, c'est faux. De Brazza, les premières découvertes de Brazza, c'est le premier voyage parce qu'il est lieutenant de vaisseau. Il vient contrôler le commerce des esclaves puisqu'on vient d'abolir la traite négrière. Et donc, il doit remonter certains cours d'eau, dont le Goué, pour voir s'il n'y a pas des gens qui continuent à pratiquer le commerce d'esclaves. Et en remontant le Goué, il découvre les populations. Il essaie de connaître ces populations-là, il essaie de comprendre comment ils vivent, il collecte même des connaissances sur les plantes et autres. Et quand De Brazza revient en France et il explique ça à l'État français, mais qu'est-ce qui se passe? Madame Ayessa, je l'excuse, elle n'est pas historienne. Sauf que De Brazza, quand elle revient, elle explique, mais tout de suite, la France dit, mais attention, on est là en pleine compétition de conquête coloniale qui vient de commencer. Parce que toute la première moitié du XVIIIe siècle, l'opinion en Europe est plutôt abolitionniste et refuse les dominations des peuples par d'autres peuples. Donc, l'Europe n'est pas favorable à la colonisation. Mais c'est dans la deuxième moitié du XIXe siècle, c'est-à-dire les gens comme le Jules Ferry, qui vont faire des discours en disant « Attention, toutes les puissances européennes se lancent à la conquête coloniale. Si nous, on n'y va pas, rayonner sans agir, sans se mêler des affaires du monde, donc sans coloniser, vivre de cette sorte, c'est abdiquer. » C'est la phrase exacte dans le discours dans la Chambre des représentants de Jules Ferry, alors président du Conseil. Et donc, on renvoie De Brazza avec la mission d'aller conquérir. Tous les historiens vous le diront. Cette femme peut lire Catherine Kokri-Vidrovitch, le Congo, au temps des grandes compagnies concessionnaires. Donc, avec la mission de conquérir les terres. Et on connaît la prise de tête entre Stanley et De Brazza, les Portugais qui s'en mêlent, en disant nous avons l'antériorité sur ces terres-là. Conclusion de course, on aboutit à la conférence de Berlin, décembre 1885, 84 et puis février, je crois, 1885. Donc voilà, et on parle du partage du gâteau. Et elle vient, elle dit, il est venu en démocrate, il n'était pas un colonisateur comme les autres, je préfère parler de quoi, explorateur, mais c'est d'une bêtise propre d'un enfant de l'école primaire, pas d'une directrice d'un musée. Merci Didier Wini-Volo. Venons-en donc à la déclaration de Denis Sassou Nguesso qui a reconnu que c'est lui
finalement, qui a donné l'ordre sur l'opération en cours au Congo-Brazzaville dans un cadre informel, il faut le dire comme ça. C'était, je l'ai rappelé d'entrée de jeu, à l'occasion de l'inauguration d'un CEG à Brazzaville. Alors, quelle crédibilité administrative ou juridique de tels propos tenus par un président de la République? Alors, les Congolais doivent comprendre que on a deux personnes en un. C'est-à-dire que vous avez Denis Sassou Nguesso qui est un individu et vous avez Denis Sassou Nguesso qui a la fonction présidentielle. Donc, Denis Sassou Nguesso en tant qu'individu, il peut venir, il peut parler. Denis Sassou Nguesso en tant que président, quand il parle, pour qu'on applique ce qu'il a dit, il faut qu'il nous montre les actes écrits. Il ne peut pas dire que c'est moi qui ai donné l'ordre à la sécurité présidentielle. Il dit qu'il suffit de lire les décrets de création ou de la DGSP, voilà, les missions sont de création de ces décret, unités-là. Mais encore que ces décrets-là, il faut que ça soit public. Il faut que les gens sachent où est-ce qu'ils peuvent aller les lire. Il faut que des débats soient, comment on appelle ça, soient organisés. Quand je dis les débats organisés, par les journalistes. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas notre pays. Il y a un sujet de ce genre, un sujet juridique. Jusqu'aujourd'hui, Télé Congo, Tcheleka, toutes les chaînes au Congo n'invitent pas les professeurs en droit constitutionnel, les professeurs, les juristes congolais, les avocats, mais il faut débattre. Débattre ne veut pas dire qu'on soutient Sassou ou on soutient les Koulouna. Nous sommes devenus un pays où, quand vous faites une analyse scientifique, on vous dit, ah, il soutient donc les Koulouna. Ah, il soutient donc Denis Sassou Nguesso. Mais ce n'est pas possible. Les Congolais ont l'art du débat. Je voulais une précision à ce niveau-là. Est-ce que la parole d'un président de la République soit-il à valeur de loi? Mais, Monsieur Perrin, je vous prends les pays les plus démocratiques qui soient. Trump a dit quelque chose et quelques jours après, les gens disent oui, on sait, il a dit ça, mais il n'a toujours signé aucun décret. Vous voyez Trump tous les jours signer un décret. Oui, la parole d'un président ne fait pas loi. Dès lors que nous avons quitté la société fondée sur la parole pour entrer dans une société du droit écrit, même le roi, quand il prononçait une parole, il y avait un écrit qui était suivi et on le publiait dans tout le royaume. Vous avez ces gens à cheval ou à pied qui partaient de village en village, de cité en cité, avec l'écrit du roi ou de l'empereur. Donc, sa parole ne fait pas droit, ne fait pas loi, ne fait pas décret, ne fait même pas note de service. Quand bien même qu'un décret autorise la sécurité présidentielle d'intervenir dans la cité, dans la société, parce que la police n'y arrive plus ou la gendarmerie, il faut encore une note de service qui autorise et qui cadre cette information, et plutôt cette intervention. Et cette note doit être rendue publique. Or, à ce oui, mais jour, donc, ça veut dire que, pardon, lorsqu'il parle du décret, parce qu'il a insisté là-dessus, que toutes ces missions sont contenues dans le décret, et évidemment, vous avez déjà abordé une partie de la réponse, c'était de savoir si, rien que par ce décret-là, la DGSP ou encore de l'armée peut s'auto-déployer ou s'auto-mobiliser pour mener une action, parce que dans le décret, la mission serait inscrite. Dans le décret. Vous demandez même à un étudiant de première année de droit, il vous dira dans tous les pays du monde, je vous dis bien dans tous les pays du monde, un décret ne suffit pas pour mettre en place cette opération ou n'importe quelle opération. Je vous prends le ministère de l'Éducation nationale. Le ministre peut signer les décrets. Le président peut signer des décrets, mais ces décrets ne suffisent pas. Généralement, quand vous avez une loi qui a été votée par le Parlement, pour que la loi s'applique, il faut que la loi soit promulguée par le président de la République, publiée au journal officiel. Mais ça ne suffit pas. Il faut encore que le ministre concerné par la loi
puisse prendre le décret d'application de la loi. Attention, une loi peut comporter plusieurs articles. Et chaque article peut comporter plusieurs alinéas. Et partout dans le monde, le ministre en charge peut dire, tiens, je ne peux pas appliquer la loi dans son ensemble parce que pour la population, pour les entreprises, pour les concernés, ou même pour nous-mêmes, le gouvernement, on n'aura pas les moyens financiers, par exemple, de mettre en application tout ça. Donc, je vais prendre un décret d'application, mais qui stipule qu'on ne va appliquer que tel et tel article, point. Et pour les autres, je prendrai d'autres décrets d'application. Mais oui, ça, les juristes peuvent mieux expliquer ça que moi. C'est pour cela que les gens doivent parler. Les gens doivent reconquérir leur liberté, comme disait la Boétie. Et après, M. Perrin, après les décrets d'application, lorsque les lois arrivent au niveau des préfectures, parce que ce sont les préfectures qui veillent à l'application des lois sur le territoire, les préfets prennent les notes qu'on appelle souvent les circulaires pour dire aux agents de terrain comment ça va être appliqué. Mais vous avez même entre le décret et les circulaires les ordonnances. C'est-à-dire que vous avez toute une série de textes juridico-administratifs pour que la loi soit appliquée avec efficience. Sinon, une loi votée, on ne peut pas l'appliquer dans l'État. Un décret ne s'applique pas en l'État. Il y a toute une série de textes parce que, par exemple, le décret dit OBOA la sécurité présidentielle peut intervenir. Mais il faut qu'une note de service demande à OBOA d'intervenir dans telle situation qui a lieu à tel endroit. Donc, c'est à Brazzaville, pas à Ouesso. C'est à Brazzaville, pas à Ngangali, pas à Kinkala. C'est à Brazzaville, pas à Owando. Sur telle situation qu'on va nommer. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, M. Perrin? Tout délinquant est maintenant qualifié de bébé noir. Donc, vous avez là, dans le qualificatif de bébé noir... Et c'est l'arbitraire, il faut le dire. Mais bien sûr, tout délinquant est qualifié de bébé noir. Et donc, cette note circonscrit aussi dans le temps cette opération. Or, personne ne sait quand cette opération va se terminer. Il a dit, quand on va éradiquer toute la délinquance. Ah bon? Et qui vous a dit qu'un pays peut éradiquer toute la délinquance? Les États-Unis, avec leur armée, bombardent beaucoup de pays, mais ils n'arrivent pas à traiter la délinquance dans leur pays. Mais encore, il reste à savoir ce qu'il appelle par délinquance, parce que... Mais c'est pour ça que je dis, aujourd'hui, il faut circonscrire cette opération. Quel type de voyous, de délinquants on est en train de chercher? Et pourquoi la note de service est nécessaire? C'est pour éviter les dommages collatéraux, pour éviter les victimes innocentes. Et donc, on demande d'arrêter les voyous et de les mettre au service de la justice. Et si Sassou dit c'est lui qui a ordonné l'opération, oui ou non, c'est lui qui a ordonné qu'on les tue dès qu'on les arrête. Parce que, Koulouna soit-il, ils ont été assassinés devant tout le monde. Donc, c'est lui qui a donné cet ordre-là. Mais c'est là, que je voulais rebondir, puisque la mission qui est menée par la DGSP consiste à des exécutions sommaires, nous l'avons rappelé, massives. C'est beaucoup de jeunes qui sont en train d'être tués devant les parents, devant les enfants, devant les familles. Systématique, parce qu'on ne cherche même pas à savoir si réellement vous êtes Koulouna ou non, mais dès lors que vous avez été désigné, et extrajudiciaire. Alors, Sassou Nguesso sort du bois pour venir dire que c'est lui qui a ordonné ces opérations. Et vous l'avez d'ailleurs dit tout à l'heure, vous avez amorcé pour dire, mais on ne circonscrit pas la nature même de la mission. Est-ce qu'il faut exécuter tout suspect, comme ils sont en train de le faire, ou qu'est-ce qui est inscrit dans l'ordre de mission? Or, cet ordre, personne ne sait si ça existe par écrit. Et il vient donc faire une déclaration, je l'ai dit aussi, dans un cadre presque informel. Est-ce qu'on peut parler de ruse? Parce que finalement, c'est une affaire qui est en train d'émerger. Partout, on commence à parler des exécutions sommaires, des crimes contre l'humanité au Congo. Et il vient déclarer
que c'est lui qui a ordonné, l'opération. N'est-ce pas une ruse, d'une façon de vouloir juste, je ne sais pas si c'est rassurer Serge Oboa qui mène cette opération, et s'il n'y a pas un ordre, quelles pourraient être les conséquences pour celui qui mène ces opérations? En fait, ruse, je ne sais pas, je ne pense pas. Mais par contre, ce que vous dites, c'est ça. En fait, les gens ont beaucoup indexé Serge Oboa de mener une opération illégale, de tuer les gens et de détruire les maisons. Et dans la note, par exemple, la note de service qui met en place cette mission, je vous dis, le décret ne suffit pas. Prenons un exemple, il y a bien un décret création de l'armée nationale. Et l'armée, c'est pour aller faire les guerres. Oui. D'accord? Qu'est-ce qui est plus grave pour nous? Monsieur Perrin, vous êtes journaliste, je peux même dire journaliste international. Qu'est-ce qui est plus grave pour nous? Le fait que les Angolais, de temps en temps, occupent Kimongo ou les bébés noirs? Pour Sassou, en tant que président de la République, qu'est-ce qui a été une vraie menace à la disparition du Congo? Les bébés noirs ne peuvent pas faire disparaître le Congo, aussi criminels soient-ils. Mais l'Angola a déjà menacé d'occuper Pointe-Noire et Dolisie. Et pendant que vous le dites, il faut rappeler ici à nos téléspectateurs qu'à Tchambanzassi, les soldats angolais sont entrés, ils ont même exécuté le chef du village et son conseiller. Alors, l'armée est allée faire la guerre. Il y a bien un décret qui demande à l'armée congolaise d'attaquer tout le pays qui attaque le Congo. L'armée angolaise est venue tuer le chef du village à Tchambanzassi, au Kofa, dans la banlieue de Pointe-Noire. Est-ce que notre armée est allée attaquer l'Angola? Il faut que les Congolais apprennent à réfléchir. L'armée angolaise a occupé Kimongo pendant des semaines. Sassou a envoyé un colonel avec un groupe de gens négocier le retrait de l'armée angolaise avec les Angolais qui étaient à Kimongo. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont pris nos militaires, ils sont partis avec à Luanda. Ils ont récupéré leurs tenues et leurs galons, ils les ont renvoyés en survêtement de l'équipe nationale de l'Angola. Parce qu'ils sont devenus des footballeurs de l'Angola. Est-ce que notre armée est allée attaquer l'Angola? Au moment où je vous parle, M. Perrin, combien de fois Zéphirin Mboulou est allé à Kinshasa? Vous savez pour faire quoi? Négocier que les militaires de la RDC qui occupent les îles dans le fleuve Congo qui appartiennent au Congo-Brazzaville. Pendant les indépendances, le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa et les deux puissances coloniales se sont mis d'accord sur le partage des eaux du fleuve. Il faut savoir qu'entre Kinshasa et nous, de Brazzaville à Bétou, il y a une frontière dans le fleuve et dans l'Ubangi. Peut-être que les Congolais ne le savent pas. Donc, il y a les îles de notre côté appartiennent au Congo-Brazza. Et ces îles-là sont occupées par des militaires voyous de la RDC. Mboulou est allé plusieurs fois en RDC discuter de ce sujet. Il est revenu sans résultat. Est-ce que Mboulou peut nous dire aujourd'hui, si nous avons récupéré ces îles-là, nos pêcheurs qui étaient dans ces îles, tout le long du fleuve et de l'Ubangi, étaient obligés de fuir? Est-ce que notre armée, qui a un décret lui demandant d'attaquer tout pays qui nous menace, est-ce que notre armée a attaqué la RDC et l'Angola? Sassou est un lâche. C'est un lâche qui ne s'attaque qu'aux pauvres Congolais, aux civils en plus. Affamés. Lorsqu'il s'agit de pays étrangers, il fuit. Il fuit. Dites à Sassou, qu'est-ce qu'il a fait quand les Angolais, le ministre des Affaires étrangères, comment on l'appelle, Ngakoso? C'est Ngakoso, oui. Il a appelé vos collègues, M. Perrin, appelez vos collègues de RFI. Alors que RFI l'interroge en disant, l'armée angolaise vient d'occuper Kimongo, quelle est la réaction du Congo-Brazza? Il dit texto, écoutez RFI, je n'ai pas cette nouvelle-là, je ne sais pas. Ça, c'est les Congolais qui racontent, c'est faux. Mon Dieu! Les Angolais occupent Kimongo, mais je vais aller très loin. Quand les Angolais occupent Kimongo, peut-être que les Congolais ne le savent pas. Je suis diplômé de politique internationale, M. Perrin. Vous savez combien de femmes françaises, allemandes, anglaises ont été violées par les militaires américains pendant la Deuxième Guerre mondiale quand ils sont venus? Quand vous avez des militaires qui stationnent à Kimongo pendant 2 semaines, 3 mois, 3 semaines, 1 mois, mais quand ils ont envie d'avoir des rapports sexuels, vous croyez qu'ils font venir les femmes de l'Angola? Demandez à n'importe quel spécialiste des relations internationales qui étudie les guerres. Moi, j'ai étudié les guerres. Et je découvre ça dans mes études de politique internationale. J'ai dit, oh punaise. C'est pour cela que les grandes puissances n'aiment jamais que les autres militaires interviennent dans leur pays.
Quand ils ont faim, vous croyez qu'ils vont aller faire quoi? Ils vont faire appel au supermarché de leur pays, mais ils prennent les vaches qui sont sur place. Ils prennent les moutons qui sont sur place. Oui, Ce que vous donc avez vu si dans j'ai les bien films compris, des Allemands, juste pour terminer, ce que oui, vous avez vu dans les films des Allemands avec les Français, ou quand ils arrivent dans un village, ils prennent les vaches de Normandie et ils se servent des femmes françaises. Mais les Angolais l'ont fait à Kimongo. Qu'est-ce que vous croyez? Libérez le Congo, rendez le Congo libre. Vous allez voir à Kimongo combien de femmes sont maintenant plongées dans la psychiatrie parce que c'est là où on va vous raconter que oui, mais quand les militaires venaient ici, voilà ce qu'ils faisaient. Et ça ne protège pas les Congolais contre ça. Il fait semblant de dire que oui, ça fait partie du décret, mais le décret ne suffit pas. Il faut qu'il nous dise s'il a autorisé donc les tueries en pleine rue, s'il a autorisé. Pourquoi ça se parle? Vous l'avez bien dit, c'est pour rassurer Oboa, parce que je suis quasiment sûr que Oboa et sa famille sont en train de dire oh là là, tu t'es trop exposé, hein, vraiment fais quand même attention. Et ça semble-t-il que Oboa est son neveu. Bon, moi, je ne connais pas sa famille. Semble-t-il que c'est son neveu. Donc, il a dû prendre la parole pour rassurer Oboa, calmer les gens pour dire c'est pas Oboa, c'est moi, Oboa n'y est pour rien. Non. Pour avoir exécuté un ordre illégal, tout militaire doit être arrêté, même aux États-Unis. Même aux États-Unis et en France, lorsque le militaire exécute un ordre qui relève des crimes de guerre, on appelle ça les crimes de guerre, et Oboa est militaire, il ne peut tirer que sur une personne tenant une arme et le menaçant avec son arme. Tous les militaires du monde le savent. Dès lors qu'un militaire tire sur un homme désarmé, un civil désarmé, même un militaire en tenue, mais qui ne tient pas une arme, vous le tuez. Vous êtes militaire, vous commettez un crime de guerre. C'est la définition juridique de crime de guerre. Donc, au Boa, personne ne va le sauver. Rien ne le sauvera. Tous ceux qui ont tué, rien ne peut les sauver. Aucun avocat ne pourra les sortir d'un procès. Parce que le militaire ne... Mais pourquoi les Américains ne veulent plus intervenir dans les opérations militaires internationales? Mais depuis que la CPI a commencé à lancer des enquêtes sur les crimes de guerre en Afghanistan et en Irak. C'est là où Joe Biden a dit non, non, on va retirer nos troupes, mais plutôt déjà, comment on appelle, Trump 1. Quand Trump 1 était là, il a dit bon, nous on arrête si on commence à poursuivre nos militaires à l'étranger, on arrête les opérations militaires. Il faut savoir que la France, l'Angleterre, les États-Unis, la Russie, quand leurs militaires interviennent dans vos pays, ils vous font signer un acte comme quoi qu'il arrive, vous renoncez à poursuivre leurs militaires. Mais pourquoi? Mais parce qu'ils savent que c'est des êtres humains. Ils vont violer, ils vont tuer, ça on le sait. Donc, quand vous sortez les militaires comme ça, les militaires, leur problème, c'est que si vous ne les sanctionnez pas, ils commettent des crimes de guerre. Et Sassou a eu tort, si c'est lui qui a dit cette opération. Monsieur Perrin, il faut que le ministre Mboulou et le directeur de la police, King Obami Fils, viennent nous expliquer quelles sont les différentes compagnies de la police. La police a une brigade anticriminalité dont la fonction est d'arrêter les criminels les plus redoutés du monde. Ils ont une formation pour ça. Mais comment ils n'arrivent pas à arrêter les bébés noirs avec les machettes? Mais non seulement qu'ils ont une formation pour ça, ils sont payés avec l'argent du contribuable congolais pour assurer la sécurité. Notre armée a des CRS. Les CRS ont des pistolets et des kalachnikovs. Pouvez-vous me convaincre que la police avec des pistolets et des kalachnikovs a peur des bébés noirs avec des machettes? Mais même un film d'Hollywood ne montre pas des choses comme ça. Vous avez la BRB, on doit avoir une brigade de répression du grand banditisme. On a une brigade normalement. Moi, je ne suis pas policier. Si ça existe, il y a la GRB ou GRB qu'on appelle ça. Grand banditisme. Ça existe, il y a la GRB. Mais en plus, il y a un détail qu'il faut toujours rappeler. Les jeunes délinquants supposés qui sont en train d'être exécutés, parce que j'ai suivi la réaction, je crois que c'est France 24 qui a dû interviewer un membre du gouvernement qui a commencé à mentir pour dire les délinquants qui sont exécutés, c'est parce qu'ils résistent. C'est faux. Totalement faux. Parce que c'est des jeunes qu'on attrape, on en a vu d'ailleurs qui sont menottés. C'est ce que j'allais vous dire. Vous avez ce jeune menotté, qu'on sort, le militaire sort avec lui de la parcelle, et c'est quand ils arrivent dans la rue, on ne sait pas si c'est lui qui le pousse, le jeune tombe, il lui met une première balle, je crois que ça doit être au niveau du pied, il bouge toujours et il lui met une seconde balle. C'est des jeunes menottés. C'est des jeunes déjà curieusement, c'est des délinquants présumés
qui ne sont pas pris ou arrêtés sur les faits, c'est-à-dire en train de commettre, mais des gens qu'on désigne ou qu'on signale par téléphone, moyennant de l'argent. Donc, parce qu'ils auraient commis des actes délictueux dans le passé, qu'on peut les prendre et les abattre en public. Ça, c'est un problème, c'est un crime. Il faut que les Congolais comprennent que ce que nous sommes en train de dire, on n'est pas en train d'encourager les bébés noirs. Parce que ça aussi, c'est un problème psychologique chez nous. Tout à fait, où oui. on dit, ah, mais donc, non, les bébés noirs doivent être neutralisés, ils doivent être jugés, ils doivent être sanctionnés avec la sévérité qui va. Mais non, les exécuter comme ça. Le Congo a signé, j'ai retrouvé le document, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette charte, à son article 7, dit que tout individu, peu importe ce qu'il a fait, bénéficie d'abord de la présomption d'innocence. Est-ce que les gens qui désignent les bébés noirs qu'on va arrêter, c'est des juges? Ces gens-là ne sont pas des juges. Donc, même s'ils ont dénoncé, mais vous les arrêtez, vous les jugez, c'est la responsabilité du procureur et de la police et de la gendarmerie de fournir les preuves comme quoi les jeunes qu'on a arrêtés, c'est bien des bébés. Il faut revendiquer la justice, M. Perrin, et non pas la vengeance. Denis Sassou Nguesso et Serge Boa ne peuvent pas attendre qu'un militaire de la sécurité présidentielle soit agressé pour agir. Ils n'ont pas agi, ils ont réagi. Et là, ils pratiquent une justice de vengeurs. C'est de la vengeance. Ce n'est pas une justice comme l'État doit l'exécuter. Une sorte de punition collective, alors. Mais c'est une punition collective, comme vous dites, puisqu'on détruit même les maisons des parents des bébés noirs. Mais au nom de quoi un membre de la famille pose un acte, c'est toute la famille qui en paye les prix. Et les punitions collectives, ça, c'est la vengeance aveugle. Et Sassou est capable d'une vengeance aveugle. C'est quand même triste. C'est le président de la République, garant de la justice du pays et donc garant du fait que chaque citoyen a droit à une justice équitable et peu importe ce qu'il a fait, il doit bénéficier de la présomption d'innocence et d'une défense juste. Et s'il a été reconnu coupable, il sera sanctionné. Mais puisque nous n'avons plus de peine de mort, quelles sont les peines alternatives? Des travaux forcés, pourquoi pas, on peut le garder. Des travaux forcés, pourquoi pas. Voilà. Merci Didier Mouini-Volo. On va passer au dernier volet de cette émission. C'est bien sûr l'audience accordée à l'archevêque de Brazzaville. Avant donc, je crois, de déclarer ou de reconnaître que c'est lui qui est donné cet ordre, il avait accordé une audience à l'archevêque de Brazzaville, Monseigneur Bienvenu Manamika Bafwa Kwaou. Et ici, au sortir de cette audience, voici ce que Bienvenu, Monseigneur Bienvenu Manamika Bafwa Kwaou a déclaré. Suivez. Le président de la République nous a expliqué en long et en large le sens de cette opération et que l'objectif, malgré la douleur, malgré les interprétations qu'il peut y avoir, l'objectif, c'est la paix. C'est que le Congo puisse vivre en paix, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et il s'engage à pouvoir rassurer les populations pour que le Congo puisse vivre en paix. Il est vrai, et nous l'avons exprimé, qu'il s'agissait effectivement d'une de nos préoccupations, et nous avons eu la réponse aux différentes questions que nous avons évoquées. Voilà, Didier Mouini-Volo. Pour Bienvenu Manamika Bafwa Kwaou, il dit c'est la paix qui compte. Malgré la douleur ou les interprétations qui peuvent se faire autour, je retiens la partie là, malgré la douleur. Et donc quand il parle de la douleur, tout le monde peut comprendre de quoi il parle. C'est-à-dire donc malgré les tueries, donc on peut continuer à tuer, à exécuter systématiquement ces délinquants. Malgré tout ça, tout ce qui compte, c'est la paix, que le Congo vive en paix. Monsieur Perrin, j'aimerais quand même demander à Monseigneur, vous avez dit Manamika. Manamika Bafwa Kwaou. Manamika Bafwa Kwaou, bienvenue. Qu'il nous donne sa définition de la paix. Qu'est-ce que la paix? Et de quelle paix il parle? La paix sociale? Le sentiment de paix? Parce que c'est quoi la paix? Et à quel moment on peut dire qu'une société est en paix?
Et quels sont les critères par lesquels Essassou et Manamika peuvent nous dire que le Congo vit en paix? En fait, quand vous dites que ce qui compte pour Sassou, c'est que le Congo soit en paix, quel est le niveau de tranquillité que vous visez pour dire nous sommes en paix? Vous savez, aux États-Unis, ils vivent en paix, mais c'est l'un des pays où il y a le plus de crimes, où il y a le plus d'armes, où il y a le plus de... Vous voyez les tueries dans les écoles américaines? Est-ce que aux États-Unis, on vit en paix? Mais vous voyez les tueries dans les écoles américaines? Est-ce que les États-Unis est un pays en paix? En France, on vient de dérober les bijoux au Louvre. Est-ce que la France est en danger ou en paix? Et en France, on a des grands criminels qui tuent des enfants, qui tuent... Alors, donc, la paix est une catégorie qu'on peut étudier. Il ne suffit pas de dire ce qui compte pour Sassou, c'est la paix. Vous savez, quand je suis ce que dit, c'est l'archevêque de Brazzaville. L'archevêque de Brazzaville, oui, bienvenue, Manamika. Sincèrement, je vais être honnête avec vous, M. Perrin. Je suis un Congolais comme tout le monde. Mais je vous dis sincèrement, avec la rigueur intellectuelle qui me caractérise, ce monsieur est une honte pour l'Église catholique au Congo. Sérieusement. S'il veut un débat, je suis prêt à accepter un débat avec Monseigneur Manamika sur la paix. Et je vais lui faire la démonstration que le Congo ne vit pas en paix. Et je doute même de sa sincérité, de son sacerdoce. Je suis grave dans mes propos. Le peuple congolais souffre. Et il ne peut pas se faire l'intercesseur entre les Congolais et Sassou. Si Sassou aime les Congolais, s'il veut la paix, mais Monseigneur, il est catholique, l'Église de Rome. L'Empire romain est tombé pourquoi? Parce que les barbares ont attaqué l'Empire romain d'Occident du fait qu'ils avaient faim. Du fait qu'ils étaient dans la misère et ils savaient que la richesse se trouve dans l'Empire romain. Dans l'Empire, oui. Donc, c'est l'Empire qu'on va attaquer, puis c'était le modèle de richesse. Est-ce qu'un peuple affamé, un peuple qui n'a pas d'eau et d'électricité, un peuple qui n'a pas de perspective, qui n'a pas d'avenir, de santé, qui n'a pas d'éducation. Vous-même, vous avez dit que à la mairie de Dolisie, 100 mois sans salaire, à la mairie de Ouesso, la santé, ça ne marche pas. Est-ce que ce peuple vit en paix? Vous ne pouvez pas. Pourquoi dans les pays occidentaux, on vérifie le niveau d'inflation, on va vérifier le niveau de l'emploi, le niveau du chômage, le panier de la ménagère, est-ce que les gens ont de quoi manger? Mais parce que même aux États-Unis, M. Perrin, mettez 60% des Américains en chômage avec rien, mais vous ramassez une révolte sociale. La pauvreté est la première menace à la paix sociale. Et ça, tous les sociologues vous le diront. La pauvreté, nous sommes des pays qui ne peuvent pas être en paix. Les jeunes bébés noirs, vous pouvez me critiquer, dire que je les soutiens, je ne les soutiens pas. Mais s'il n'y a pas de vraies politiques sociales, de protection des plus pauvres, de protection familiale, de prise en charge des plus déshérités, de prise en charge de la jeunesse, des politiques d'insertion pour la jeunesse, mais vous ne serez jamais en paix. Vous allez tuer tous les bébés noirs. Dans moins d'un an, il y aura la fabrique d'autres bébés noirs. Oui, mais Didier Mouni-Volo, il y a cet aspect aussi qu'il faut peut-être analyser, le fait qu'un archevêque, vous l'avez dit, c'est un religieux catholique qui, je dis malgré la douleur, c'est-à-dire pour lui, il fait fi à toutes ces tueries, alors que... Mais prenez tous les saints de l'Église catholique, que ce soit Saint Joseph, les petites sœurs des pauvres, comment on appelle, tous, ce sont des gens qui sont là pour le peuple. Jésus l'a dit, je suis là pour les enfants, pour les pauvres. Il est plus facile à un pauvre d'entrer au paradis qu'à un riche de passer par... Et on parle même de seconde chance à l'homme. Il faut lui donner la seconde chance pour se parfaire. Moi, ce qui m'a choqué, M. Perrin, il fait le relais de la parole de Sassou. Et donc, aujourd'hui, dimanche, qu'est-ce qu'il a prêché? Notre Sassou qui est à la résidence de Plateau, que ton nom soit sanctifié, donne-nous notre pain de ce jour, pardonne nos offenses. Que sa volonté soit faite. Il est l'intercesseur entre Jésus et les Congolais, entre Dieu et les Congolais. Mais depuis un certain temps, ce monsieur est l'intercesseur entre Sassou et les Congolais. Mais pour qui il se prend? Les Congolais sont en souffrance. Tous les catholiques du monde, en Amérique du Sud, les dictatures en Amérique du Sud sont tombées. Pourquoi? Mais aussi grâce à l'action des catholiques. Les dictatures en Europe sont tombées. Grâce à qui? Grâce à l'action des catholiques.
le cardinal Wojtyła, devenu Jean-Paul II, qu'est-ce qu'il a dit? N'ayez pas peur. Mais moi, j'ai regardé beaucoup de documentaires des syndicats en Europe de l'Est, mais ils tremblaient, ils se cachaient. Mais c'est l'Église catholique, avec la parole de ce prêtre. Vous savez, Wojtyła, Jean-Paul II, c'était un prêtre à Varsovie. Et il a toujours pris position contre les dictatures. Et ne me dites pas que la dictature polonaise était moins féroce que la dictature de Sassou. Ne me dites pas que les Pinochet étaient moins dangereux que les Sassou Nguesso. Mais notre Église catholique, je suis désolé de le dire, nous fait honte quand on regarde les propos que tiennent les responsables de l'Église catholique au Congo. Au lieu de défendre les pauvres, les gens qui sont maltraités par le pouvoir, ils sont le relais du pouvoir de Sassou. Mais Sassou n'est pas là. Et puis, qu'est-ce que j'entends? Ils sont allés présenter les nouveaux prêtres à Sassou. Mais depuis quand, dans un pays laïque, le prélat va présenter les nouveaux prêtres au président de la République? C'est pour montrer leur soumission. Je suis historien, j'ai fait politique internationale. C'est par cet acte, ce monseigneur vient de dire à Sassou, ne vous inquiétez pas, même les nouveaux prêtres, quand ils vont parler aux fidèles, ils ne parleront jamais mal de vous. Et d'ailleurs, quand ils parlent, vous avez qui à côté de lui? Le conseiller de Sassou. Oui, il est à côté, on le voit là. Il est à côté, front fermé et tout. C'est pour confirmer que... Malonda Samba, oui. C'est pour confirmer par cette image, hein, parce qu'il faut aussi décrire les images, que par cette image, l'État dictatorial de Sassou Nguesso maîtrise l'Église catholique et l'Église catholique ne tiendra jamais une parole contre le pouvoir. Oui, mais le plus flagrant, c'est lorsque bienvenue Manamika Bafuakwaou dit le président nous a tout expliqué. Il nous a rassurés. Il nous a rassurés. Nous avons posé toutes les questions, il nous a donné toutes les réponses. Eh bien, je le mets au défi de publier en toute transparence toutes les questions posées par l'Église catholique du Congo et toutes les réponses données par Sassou. En fait, il voulait dire, en sorte, on peut aussi comprendre par là qu'il veut dire, bah, écoutez, nous nous alignons sur la volonté de Sassou. Et quand vous êtes en train de rappeler la prière, que sa volonté soit faite, en fait, c'est que la volonté de Sassou soit faite. Mais bien sûr. Dans ce cas, Monseigneur, en toute transparence, puisque l'Église, Jésus, c'est quelqu'un de transparent, publiez-nous toutes vos questions posées et toutes les réponses que Sassou a données. Comme ça, nous-mêmes, nous allons comprendre de quoi vous avez parlé. Moi, je vous dis encore, pourquoi j'irai à l'Église catholique le dimanche? Pour aller faire quoi? Pour nous vendre bon, des après, rêves. il faut peut-être pas mettre tous les œufs dans le même panier. Il y en a qui tiennent... Monsieur Perrin, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Même en Europe, oui, on a remis en cause le comportement de l'Église catholique. Je ne vous parle pas de la naissance du protestantisme. Voilà. Spinoza était le premier. Je vous dis, allez lire les écrits de Spinoza. Spinoza a été le premier à découvrir que dans la Bible, il y a tellement de contradictions où on nous raconte Moïse parle de sa propre mort. Personne ne parle de sa propre mort. Personne ne peut expliquer comment il est mort. Donc, soit l'Église catholique, en Afrique en général, et au Congo en particulier, se remet en cause dans ses relations incestueuses avec les pouvoirs dictatoriaux, soit demain, d'ailleurs on le voit, aujourd'hui, les églises de rêve, de réveil, sont en train d'embrigader des populations, ce qui fait encore mal aujourd'hui. Mais parce que l'Église catholique, qui se rangeait toujours du côté du peuple et du côté Vox Dei, Vox Populi, Vox Dei, eh bien, l'Église catholique au Congo se range du côté du dictateur. Avec des expressions que vous avez de Belinda Ayessa qui veut changer l'histoire du Congo, présentant De Brazza comme un grand homme, et elle dit même que Sassou s'inspire de De Brazza. Mais c'est normal. De Brazza a maltraité les Congolais, Sassou maltraite les Congolais. Mais évidemment, donc, le modèle de Sassou, ce n'est pas Marien Ngouabi, ce n'est pas Yomi, ce ne sont pas des grands professeurs qu'on a connus, ce ne sont pas des grands hommes de lettres comme des Guy Malonga, comme les Tembe Ambili qu'on a connus. Le modèle de Sassou, on apprend par Belinda Ayessa, c'est Pierre Savrona de Brazza, le colonisateur. Mon Dieu! Mais évidemment, là, on a tout compris, parce que finalement, le régime de Brazzaville, incarné par Denis Sassou... Et l'archevêque de Brazzaville vient confirmer tout ça en disant que Sassou a raison de massacrer les Congolais Kuluna, parce que lui, il veut la paix au Congo.
Voilà, Didier Bouidi-Volo, ce que je viens de noter également, c'est lorsque vous dites que Belinda Essa dit le modèle de Sassou, c'est de Brazza, évidemment. Il y a longtemps que j'étais en train de réfléchir autour pour dire, mais finalement, le régime de Brazzaville, incarné par Denis Sassou Nguesso, est un régime colonialiste. Et là, on a la réponse, évidemment, puisqu'il s'inspire de Brazza. Et l'Église catholique au Congo est en train de jouer le rôle qu'elle a joué pendant la traite négrière et la colonisation. Moi, je vous donne un conseil, M. Perrin, que les Congolais n'hésitent jamais de remettre en cause tout système, soit-il religieux, qui ne défend pas l'intérêt du peuple. Je suis de la mouvance de Spinoza, de cette mouvance de remise en question dès lors que les choses ne vont pas. Moi, croire à quelqu'un parce que c'est le président de la République, parce que c'est le pape, c'est le cardinal, je ne fais jamais ça. Un intellectuel ne doit jamais faire ça. Il faut penser par vous-même, croire par vous-même et expérimenter ce que vous voyez, ce que vous entendez. Cherchez, cherchez et cherchez. Le Christ a dit, cherchez et vous trouverez, frappez, on vous ouvrira, demandez, on vous donnera. Donc, il ne faut pas prendre les paroles d'un archevêque qui dit, oui, le président a répondu à nos questions. Oui, il a rassuré l'archevêque. Mais moi, je ne suis pas rassuré. Et des millions de Congolais ne sont pas rassurés. Ça, c'est faux. Parce qu'ils sont toujours dans la misère. Ils n'ont pas de salaire. Leurs enfants n'ont pas d'avenir. Alors que, regardez les petits-enfants de Sassou. Regardez comment le petit Bongo est habillé. Il est patron des entreprises. Mais il n'y a pas un Congolais dans l'enfant. Pour la petite fille, notre jeune compatriote, qui a été la première au bac cette année, M. Perrin, 17 sur 20 en bac scientifique, en bac mathématique. Jusqu'en octobre, elle n'a pas trouvé une inscription. Ça fait pas mal. Je ne connais pas cette fille, je ne connais pas sa famille. Mais de voir ce qui est écrit sur Facebook, mais cette fille, tout de suite, elle a une inscription à la faculté des sciences. Une bourse spéciale, en fait. Elle a une bourse spéciale. Nous cherchons les gens qui vont sauver le Congo. Mais ce n'est pas la famille Sassou. Ce sont les Congolais et les Congolaises. Et cette fille peut devenir une grande ingénieure. Bon, malheureusement, ce que les Congolais doivent aussi savoir, c'est que tout intellectuel au Congo est une menace pour le régime Sassou. C'est ça le problème. Est-ce que cette fille est en paix? Est-ce que sa famille qui a investi jusqu'à ce qu'elle ait son bac, la famille-là est en paix? Et Manakissa peut aller dire à cette famille-là que calmez-vous, même si elle n'a rien, restez comme ça, mais c'est la paix qui compte, parce que c'est la paix qu'on va manger. Vous savez, Manakissa est d'un quartier de Brazzaville où on dit la paix Nidia. Merci Didier Bouidi-Volo, c'est la fin de cette émission. Personne n'est contre la paix, personne ne soutient les bébés noirs qu'on appelle ça. Personne ne soutient donc les bébés noirs, personne ne soutient le Koulouna, personne ne soutient les délinquants. Un délinquant doit être arrêté. Je conseille à Manakissa d'écouter les chansons de Franklin Boukaka. Talayi noake diangombe, talayi noake diangombe, yabeto kaka bikola e mama olele. Qu'il écoute Franklin Boukaka et qu'il compare le pouvoir de Sassou avec les chansons révolutionnaires très engagées de Franklin Boukaka. J'espère qu'ils ont compris. Et donc, voilà, moi, je voulais simplement repréciser cela. Tout ce qu'on demande, c'est voilà, de mener des actions dans un cadre légal, parce qu'on parle de la République du Congo. Qui dit République parle aussi des lois. Et la République, la loi est au-dessus de tout le monde. On ne peut pas se réveiller un matin, se mettre à exécuter des humains, exécuter des gens par balle, en public en plus. Non. Aucun pays n'acceptera cela, ne tolérera cela. Et tout le monde le sait. La preuve, c'est que maintenant, là, ils commencent à trouver des éléments de langage pour tenter de se débattre, justifier. Et on les suit là, non. Mais nous sommes à l'ère numérique, où tout ce qui se fait au bout du monde est su à la seconde de l'autre côté du monde. Donc, vous ne pouvez plus mentir. Les vidéos circulent, tout le monde a vu, vous ne pouvez plus mentir. Et donc, s'il y a rattrapé, c'est de revoir cette opération, de redéfinir l'opération, mais dans un cadre légal. C'est simplement ce que nous vous disons. Merci Didier Bouidi-Volo d'avoir été avec nous sur R7. De rien, merci à vous pour d'avoir répondu à toutes ces questions, mais surtout le temps que vous avez disposé pour nous répondre. Vous avez probablement une petite préoccupation et ça sera à la fin. Alors, ma petite préoccupation, ça revient par rapport à ce que vous avez dit sur le fait que tout est suivi dans le monde. Vous savez, l'Allemagne n'a pas apprécié que la jeune fille
qui a fait semblant de braquer une banque, semble-t-il, avec une arme factice, Oui, en RDC. soit dénudée comme ça en public et qu'on la montre nue, tout ça. Et donc, l'Allemagne a dit que la justice de la RDCP l'a condamnée pour l'acte qu'elle a posé, mais l'Allemagne demande des réparations du fait qu'on l'avait maltraité, torturé et autres. Alors, le chiffre est vrai ou pas, je n'en sais rien, mais à vérifier, l'Allemagne demande des dédommagements à hauteur de 900 000 euros. Et j'ai vu la vidéo de cette femme parlant avec un avec blanc. son avocat, oui. Semble-t-il que voilà, c'est son avocat envoyé par le gouvernement allemand. Donc, vous voyez, on ne joue pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un a commis un acte que vous avez le droit de faire ce que vous voulez, même si vous vous appelez Denis Sassou Nguesso. Et c'est très dangereux lorsque c'est l'archevêque qui vient dire que le président nous a garanti que tout ça, c'est pour qu'on soit en paix. Non, ça, c'est très, très faux. Même Bon, Dieu qui a fait le déluge de Noé et les autres, Dieu a envoyé le Christ pour la rédemption. Parce que même Dieu a compris que tuer ne sert à rien. Maintenant, j'accorde à l'humanité sa une rédemption. seconde chance, Et voilà voilà. que le représentant de Dieu, l'ambassadeur de Dieu au Congo, catholique, nous dit, ah non, ça soit raison de tuer. Mais vous croyez que moi, je vais encore accepter un tel sacerdoce? Non, mais attendez. Voilà ce que je voulais juste. Merci beaucoup Didier Weli-Volo, et tout en précisant que ce n'est pas tous les catholiques non plus qui partagent son Je suis point d'accord, de mais vue. c'est leur Il y chef. en a C'est leur chef au Congo. voilà, C'est leur chef au qui Congo. Donc leur remplissent chef doit se corriger. leur devoir. Merci beaucoup. Et donc c'est la fin de cette émission, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. On vous donne rendez-vous pour la toute prochaine fois. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo, partagez et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Merci et à très bientôt. Merci.